Les pages liminaires sont présentées au début du travail universitaire dans l'ordre. Page de titre, table de matière, liste des tableaux et liste des figures. Lorsque vous numérotez, attention, lorsque vous numérotez les pages liminaires, vous utilisez des chiffres romains minuscules. Ce qui est écrit sur l'écran en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et non arabe. J'ouvre ici également une parenthèse. J'ai fréquenté des gens qui utilisent des parenthèses pour vous dire que tout ce que je dis n'est pas obligatoire. C'est une esquisse. Lorsque je dis il ne faut pas, généralement c'est très important. Si vous voulez pas suivre, il y en a d'autres méthodes. Tout dépendra de la spécialité. Hein. Mais généralement, c'est comme ça qu'on a. À vous le choix. Donc, les pages liminaires sont numérotées en chiffres romains minuscules. La page du titre, c'est bien sûr, comme je vais le dire, elle va identifier celui qui a rédigé le sujet, son appartenance, sa faculté, son département, son encadrement et le titre du sujet. La table de matière, le sommaire, si vous voulez, elle va aider le lecteur à se retrouver facilement à travers le texte, c'est-à-dire saisir l'articulation du texte, de quoi tout le mémoire est composé, et c'est à lui ensuite de choisir la partie qui lui sera apparue comme intéressante. La table de matière, attention, je viens au milieu de la page, j'écris en majuscule table de matière, sans trait. Majuscule, gras, sans trait. Je passe. Ensuite, le titre, le numéro 1 par exemple, point, 1, point, espace, titre, 2 espaces, trait interrompu, point de suspension, le numéro de la page. Je répète, petit 1 ou chapitre 1er, j'écris le titre, point, je laisse espace, le titre, 2 points, et ensuite les traits interrompus, les traits de suspension, et j'écris le numéro de la page. Et je fais de même le long de toutes ces pages-là. D'accord? La pagination maintenant de ces pages liminaires, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre, pardon. La pagination, la première page ne comporte pas de numéro. Hein? Mais elle est comptée dans la pagination globale du texte. Le nombre total du manuscrit, mais on les numérote pas. D'accord? La liste des tableaux. Quand vous avez écrit table des matières, vous écrivez liste des tableaux, tableau 1, point, vous écrivez le titre, 2 points, trait de suspension, point de suspension, page. Et vous faites de même. D'accord? Donc là, les règles, comme je venais de dire, et la rédaction. On va commencer maintenant à rédiger notre rapport, notre manuscrit, notre travail. La première chose, vous allez vous lancer. Ça y est, j'ai décidé de travailler. Et là, nous allons faire référence à Nicolas Boileau, un grand poète du XVIIe siècle, qui, pour nous conseiller comment se lancer, comment allons-nous vers la rédaction, disait « Craignez d'un vrai plaisir les trompeuses amorces ». Les trompeuses amorces, c'est-à-dire les débuts qui sont trompeurs. Et consultez longtemps votre esprit et vos forces. C'est-à-dire, si vous êtes fatigué, ça ne sert à rien de se lancer. D'accord? Si vous êtes euphorique, ça ne sert à rien de se lancer. Soyez équilibré, trouvez du bon temps pour commencer votre travail. Lors de votre rédaction, s'il vous plaît, simplifiez. Simplifiez au maximum. Utilisez des mots simples et des phrases courtes. Surtout que je connais que la plupart de mes étudiants sont très forts en français. Pour remédier à ça,
Utilisez des mots simples et utilisez des phrases courtes. Le verre le mieux rempli, le verre le mieux rempli, la plus noble pensée, l'idée la plus noble, ne peut plaire à l'esprit. Elle ne peut pas apparaître comme bonne ou belle quand l'oreille est blessée. Si vous utilisez des termes qui blessent l'oreille, vous n'allez pas réussir à convaincre le lecteur. Clarifiez. Écrivez un texte clair. Une idée par phrase. Utilisez une phrase pour une seule idée. Hein? Et allez directement au but. Évitez les redondances. Vous avez un résultat, vous allez droit au but. Ça ne sert à rien de faire des tournures, etc., pour aller vers ce résultat. Nicolas Boileau disait qu'il faut que chaque chose qui soit mise en son lieu, chaque chose à sa place. Et il faut que le début et la fin répondent de ce qui se trouve au milieu. Par clarifier, on sous-entend également réviser, réviser, réviser. On n'écrit jamais une seule fois. Le texte que vous allez remettre à la commission de master ou à votre encadreur, il est souvent écrit au moins 5 fois. C'est pour cette raison qu'il dit hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelques fois et souvent effacez. Maintenant, je vous renvoie à vos connaissances du primaire. Dans la rédaction, vous allez voir, c'est ridicule, mais c'est très important. Le ton du verbe que vous allez utiliser lorsque vous rédigez un mémoire, c'est très simple. Vous allez utiliser le futur, le passé, tout ce que vous voudrez. En réalité, il y a une règle simple. Lorsque vous décrivez quelque chose qui est logique, utilisez le présent. Ça ne sert à rien de dire, par exemple, que l'eau a bouilli avant de les essuyer. La température d'ébullition de l'eau est on utilise le présent. Dans tout ce qui est logique, vous utilisez le présent. Mais si vous allez décrire votre expérience, par exemple, hein, j'ai mélangé l'acide chlorhydrique avec la soude pour obtenir, etc. Donc vous allez utiliser que ce soit l'imparfait ou alors le passé simple. Donc s'il vous plaît, utilisez le présent pour décrire quelque chose de logique et utilisez le passé et ou l'imparfait si vous décrivez les expériences, les données et les résultats et vos résultats. Bien, tout le monde, tous les étudiants, remarquez-vous, ils ont tendance, c'est la jeunesse, à décrire j'ai trouvé, nous avons retrouvé, nos résultats s'accordent, etc., etc. C'est vrai ou pas vrai? Un peu de modestie, s'il vous plaît. Utilisez plutôt la troisième personne que la première. D'accord? À la limite, utilisez la voix passive. Ça donne un peu de modestie, mais à travers ça, le lecteur va comprendre et va dire tiens, il écrit une structure. Mesdames, le droit là est simple. Vrai ou pas vrai? D'accord? On utilise plutôt la troisième personne que la première. Parfois, vous avez obtenu un résultat très important et que vous n'êtes pas d'accord avec d'autres lecteurs. Là, vous avez le droit d'écrire nous. D'accord? Notre résultat confirme. D'accord? Ou alors, nous ne sommes pas de l'avis de Flem Follet. D'accord? Vous êtes certain et vous avez trouvé un résultat intéressant. Là, vous pouvez l'utiliser. Mais utilisez avec le maximum d'économie, s'il vous plaît. Vous avez aussi remarqué qu'on utilise on, vrai ou pas vrai, l'impersonnel. On qui? On a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? On, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Ni la nature parfois. D'accord? Comme j'ai dit, utilisez la troisième personne ou alors utilisez la voix passive. Ensuite, c'est question de style, comme on dit, et le style, c'est l'œuvre. On peut connaître l'œuvre à travers son style. J'ai mon encadreur qui dit qu'en lisant l'article, je peux savoir qui de mes étudiants a écrit cet article. D'accord? La ponctuation. Regardez combien c'est simple. Hein? Un point, qu'est-ce que c'est un point?
Un point, c'est une ponctuation qui met et qui termine une phrase complète. Sujet, verbe, point. Lorsque vous écrivez le point, il n'y a pas d'espace entre le dernier mot et le point. Le dernier point, puis mot, point terme, pas garder un espace et commence la deuxième par une majuscule. D'accord? Remarquez que, comme moi, je l'ai fait, vous aussi vous le faites, vous confondez souvent trois points de suspension avec un point. C'est en l'air. Hein? Donc, retenez s'il vous plaît, terminez la phrase avec un point lorsqu'elle est finie, mettez le dernier mot plus directement le point, puis espace pour commencer votre phrase. Très important. Point virgule, vous ne pouvez pas utiliser le point virgule si la phrase ne contient pas déjà des virgules, ça ne sert à rien. Le point virgule, il sépare des parties de la phrase dont au moins une de ces parties-là contient une virgule. On utilise, comme on va le voir tout à l'heure, les points virgules, et là, lorsque vous avez une énumération, ce qu'on appelle une énumération, les résultats obtenus sont les suivants, 2 points. Premier tiré, deuxième tiré, etc. D'accord? Là, on utilise des points virgules. Les deux points sont explicatifs. On ne peut pas utiliser les deux points n'importe comment. Vous utilisez les 2 points lorsque vous expliquez quelque chose. Et dans une phrase, vous ne pouvez pas utiliser les 2 points 2 fois. On explique une seule fois. Si vous avez 2 phrases séparées, utilisez les points virgules. Vous voulez qu'on prenne une petite pause? Hein? Choisis le ratio. Continue. D'accord. Maintenant, les parenthèses. On explique à travers des parenthèses, mais entre les parenthèses, s'il vous plaît, il n'y a pas d'espace. Le parenthèse, on n'a pas d'espace, on va déclencher. Parenthèse directe. Sinon, avec le risque, avec Word, il y a que la parenthèse va être taillée. À la fin aussi, je ferme directement sans espace. D'accord? Les traits d'union maintenant. Les traits d'union, c'est dans les énumérations, comme je venais de le dire, mais aussi lorsque je vais expliquer dans une phrase. J'ouvre la thérapie. Hein? J'écris une phrase qui est longue, mais dans le texte, j'explique quelque chose. Je peux utiliser 2 virgules ou alors 2 tirets. Ok? Dans une énumération maintenant, comme j'ai dit, les résultats sont les suivants, 2 points. L'énumération, les petits tirets, voilà, A, B, 1, 2, etc. Mais à la fin de chaque proposition, point virgule. A, point virgule, B, point virgule, etc. À la fin, point. Le nombre. Les nombres qui sont inférieurs à 10 s'écrivent toujours en toutes les lettres. Un étudiant, on écrit UN et non pas un étudiant. 9 étudiants, on écrit 9. On écrit 9, N-E-U-F, et non pas 9, le chiffre 9. Sauf dans les cas suivants. Lorsque vous avez le nombre qui fait partie d'une énumération, comme je venais de le dire, les résultats sont les suivants. Les graphiques utilisés peuvent être résumés comme suit. 2 points. Premier tiré. Les cas 3 et 8, les fleurs ou les plantes 3 et 8, là c'est un indice, donc je peux utiliser un chiffre 3. Lorsque j'ai un pourcentage, ça ne sert à rien d'écrire 3 et 3%. Lorsque vous avez le chiffre placé devant une unité, 6,3 km. De la référence à les chapitres, le chapitre 7, et non pas le chapitre SEPT, le tableau 8, la figure 5, etc. D'une fonction mathématique. Si nous divisons 8 par 2, on obtient 4. On ne peut pas écrire quand même 8, 2 et 4 avec culot. De la page de référence d'une citation. C'est Smith de 1998, page 6, page 241, page 9. C'est la même chose. La rédaction. L'organisation du texte comprend les parties suivantes. C'est international. Une introduction. Ensuite, la partie réservée matériel et méthode. La partie résultat. Discuter ses
résultats, concluez et finir par les références bibliographiques. Neb d'introduction, j'introduis, on va voir comment on va le faire. Ensuite, quels sont le matériel, quelles sont les méthodes utilisées, quels sont les résultats obtenus. On discute les résultats et on finit par une conclusion. Voici l'ordre logique d'un travail scientifique. Toutefois, on n'est pas obligé, mais aussi on ne doit pas commencer dans cet ordre-là. Mais le piège de l'introduction, par exemple, avec l'introduction ou la conclusion, vous résumez généralement à la fin. Voici un ordre proposé. Regardez. Je commence par les matériels et méthodes. Les résultats obtenus. Je discute les résultats obtenus. Ça y est. La conclusion, une fois fini. L'introduction, le titre et le résumé. On va voir pourquoi. D'accord? Et généralement, je suis absolument certain, 80% de nous tous, ورثنا الحضارة العربية الإسلامية. وعنا في الشعر وعنا في الأدب. في العلم كنا ما عادش. تقول توعا مميز نوعا ما للثالثة. تقول vous allez voir que l'introduction, le résumé ou la conclusion sont souvent confondus. Ça a été le voir d'introduction et de conclusion, et inversement. Alors que chaque partie a son rôle, chaque partie, sinon ça ne sert à rien de mettre trois, il suffit d'en mettre une. Le matériel et méthode. Qu'est-ce qu'on écrit dans la partie matériel et méthode? Les méthodes, c'est l'expérimentation d'une manière générale. C'est-à-dire comment avez-vous fait pour obtenir les résultats suivants. Ou quel matériel, le terme matériel est double. Le matériel utilisé ou le matériel étudié. Par exemple, je suis en train, je pense aux biologistes qui souffrent toujours. J'ai porté une expérience sur 50 rats, pour les 50 fleurs. 50 fleurs, c'est un matériel étudié. Les géologues, 50 fossiles, c'est un matériel utilisé. Toutefois, j'ai utilisé un turbidimètre. Là, c'était l'appareil. Donc, finalement, j'ai utilisé un turbidimètre pour étudier l'influence de la turbidité sur les fossiles, par exemple. Vous voyez? Donc, les méthodes, comment? Quoi? Le matériel d'étude. Mais c'est quoi comme matériel utilisé? Ainsi, il faut décrire tous les détails des expériences. Lorsque vous décrivez une expérience, mettez-vous à la place du lecteur et pensez si cette expérience peut être reproduite ou non. D'accord? Est-ce que je vais avoir l'expérience avec facilement en s'aidant du matériel que vous avez décrit? Si vous trouvez que ce n'est pas possible, sachez que vous êtes hors du fond. Ici, le matériel utilisé, ça marche. On pourrait le spectromètre marque polymétrie, précision telle, avec des unités telles. C'est très important. Parce que le lecteur peut utiliser le même appareil avec la même précision pour reproduire votre expérience. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, utilisez l'imparfait, utilisez le passé composé dans la partie expérimentation, mais s'il vous plaît, ne n'injectez pas vos résultats dans cette partie. Ça arrive de faire un résultat et dans votre partie matériel et méthode. D'accord? On passe maintenant aux résultats obtenus. Vous allez présenter vos résultats. Sachez même que les résultats doivent aider leur interprétation. Si j'ai trouvé que T égale 80 degrés Celsius, je dis n'importe quoi, il faut que ce résultat m'aide, lorsque je l'injecte, m'aide à son interprétation. Si j'injecte un résultat qui ne va pas être interprété ou qui ne va pas être discuté, ça ne sert à rien. Les résultats sont injectés tels qu'ils sont. Quand les résultats tels, c'est vrai dans un ordre, mais rire maintenant, rire maintenant, juste vous allez cracher, excusez-moi le terme, les résultats dans un papier. Point. Mais dans un ordre.
écrivez bref. Voilà, j'ouvre une parenthèse en disant à mes étudiants qu'on a tendance tous à vouloir offrir à la commission ou à l'enseignant beaucoup de pages. Non, votre enseignant ou la commission n'a pas le temps de lire. Écrivez 20, 30, mais allez droit au but. Vous serez mieux jugé. D'accord? Ne mettez pas de référence dans la partie résultat. La seule référence est vous. C'est dans la discussion que vous pouvez ajouter les références. Discussion, mirage. Vous allez discuter des résultats obtenus. Tout d'abord, vous allez rappeler ces résultats. Un seul paragraphe suffit. Vous allez avancer les plans des paragraphes. Dans la partie discussion, vous allez dire j'ai trouvé des résultats dans la partie 1, dans la partie 2, dans la partie 3. Et le but, c'est de discuter. Discuter, c'est aussi comparer. Vous allez discuter vos résultats. Vous allez comparer vos résultats avec d'autres résultats obtenus dans le même sujet. Mais vous pouvez aussi discuter des résultats en montrant leurs lacunes, en montrant leur insuffisance. C'est très important, le lecteur va vous juger comme crédible et de confiance. مثلا شحال النتيجة مثالية. ثم نقص في كل شيء. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر باتباع عيش الإنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سر وزمن ساءته أزمان. À tout travail, il y a une lacune. À tout travail, il y a une insuffisance. Montrez ces lacunes. Dites-le clairement, nos résultats sont très importants, néanmoins, ils montrent des insuffisances. 2 points. Ces insuffisances résident dans telle. D'accord? Essayez d'expliquer la cause des différences de votre travail avec le travail des voisins, les causes de ces lacunes, parce que vous allez avoir besoin à essayer ou à montrer le chemin pour les autres pour résoudre le problème de ces lacunes. La conclusion. Donc, on a le temps de jouer à l'introduction. Le matériel et méthode, les résultats obtenus, on a discuté les résultats, maintenant on va passer à la conclusion. Et combien de conclusions ressemblent à un résumé? Combien de conclusions ressemblent à une introduction? Une conclusion, c'est la porte de sortie. Ça ne sert à rien de sortir par la porte d'entrée. Ça veut dire, ça ne sert à rien d'écrire une conclusion qui ressemble à une introduction, ça va faire un travail de route. Dans une conclusion, il y en a 2 parties essentielles. Un premier paragraphe qui va résumer l'ensemble des résultats, mais brièvement, résumer le plus important de ces résultats, mais mettez surtout l'accent sur les travaux futurs qui vont, les perspectives, c'est très important. Dans une conclusion, je rappelle le message, je rappelle les principaux résultats, mais surtout, j'identifiais les pistes futures, les chemins futurs pour les travaux dans le même sujet. Ça y est, j'ai fini maintenant. Puisque j'ai fini avec la conclusion, maintenant je sais de quoi est formé mon travail, les résultats, ces discussions, etc. Maintenant, je peux rédiger l'introduction. Pourquoi je l'ai mise à la fin? Parce que l'introduction, c'est presque la partie la plus lue de tout votre article. Avec la partie résumé, la partie introduction, la partie conclusion. Et donc, les plus lus dans un article ou dans un travail scientifique. D'accord? Qu'est-ce que je mets dans une introduction? Une introduction doit commencer par la mise de votre travail dans son cadre général. Je m'explique. Vous avez un sujet qui traite de la synthèse de l'alcool. Je dis n'importe quoi. Vous mettez cet alcool-là dans son contexte général. Le contexte de la nécessité de l'alcool pour brûler, par exemple. Je commence très grand. Vous parlez
à faire et les objectifs fixés. Il y a toujours un raisonnement, ce qu'on appelle un entonnoir. Vous commencez plus large, vous allez petit à petit vers votre sujet. Et regardez cet entonnoir-là. J'identifie la problématique, je mets le cadre historique de cette problématique, et ensuite, quels sont les problèmes à résoudre, et comment que votre sujet se propose pour résoudre ce problème. À la fin, on doit trouver la phrase dans notre article, dans notre mémoire, nous nous proposons de résoudre le problème. D'accord? Le problème de l'énergie partout dans le monde se pose aujourd'hui. Point. Voici la problématique. De nombreux auteurs ont tenté de résoudre ce problème, néanmoins des lacunes demeurent toujours ou subsistent toujours. À l'occasion de ce travail, nous proposons voilà une introduction. Mise du travail dans son cadre général, le placer dans son cadre historique, et ensuite poser la problématique elle-même par les lacunes ou insuffisances que vous aurez à combler. D'accord? Le résumé. Alors, je sais que la différence de une conclusion et l'introduction. Le résumé, c'est une mini-version de votre travail. Moulakhas, comme son nom l'indique, doit comporter le maximum de vos résultats en peu de mots, généralement entre 200 et 400 mots, une dizaine de lignes. D'accord? Il doit être précis, concis et représentatif. Par le terme représentatif, on sous-entend ici refléter le contenu de l'article, refléter le contenu du travail. Et comme vous voyez, il est très fortement lié à la conclusion. Je une synthèse des principaux résultats, c'est presque ça. Ensuite, on ouvre une porte pour les perspectives ou pour les recherches à venir. Le titre. Le titre de votre travail. Il est lu par des milieux scientifiques. Donc il doit être compréhensible. Il est présent toujours dans les bases de données. Il contient les mots-clés. Il suffit de mettre les mots-clés et on va obtenir les références nécessaires. Mais il définit, c'est un résumé du résumé. C'est le titre. Une phrase ou deux maximum pour refléter le contenu de votre article. Regardez les 4 principales caractéristiques d'un bon résumé, d'un bon titre. Un bon titre doit être adéquat. Mouche l'article qui fait lequel, ou le titre qui parle de quelque chose d'autre. La brièveté doit être